bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, nouvel épisode de Ça discute avec Sur Juste Milieu. Vous le savez, c'est le rendez-vous. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir Marion Messina avant toute forme de débat. Chère Marion, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Tout va bien, tout va comme ça peut. Bah, Tout voilà. va encore mieux de te recevoir parce qu'on va tout de suite dire la vérité. On est en plein conflit d'intérêts. Nous nous connaissons, je t'apprécie énormément. Donc aujourd'hui, sur Juste Milieu, c'est vraiment de l'entre-soi médiatique. C'est lamentable. C'est lamentable. Ah ouais, c'est incroyable, on se croirait à Paris. Merde, pardon, j'ai rien dit. Absolument. Mais il y a encore une petite frontière, une toute petite, ça va. Oui, au moins on n'a pas de lien de parenté, parce que la plupart du temps c'est quand même le fils de la maîtresse qui est devenue l'épouse légitime, qui est publié chez le mec qui est dans le jury du Goncourt. Là on n'y est pas, quoi. Voilà, on pourrait avoir le nom de famille du Hamel, mais on a évité ça, c'est déjà ça. On a réussi quand même à assurer certaines frontières, donc tout va bien. On se retrouve aujourd'hui sur Juste Milieu, parce qu'il y a quelques années, c'était faux départ, évidemment, sur Lettres de vie. Il y a quelques années maintenant, on se suit, voilà. Ouais. On se suit très sérieusement, et aujourd'hui, nouvel ouvrage dont on va discuter aujourd'hui, un ouvrage qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre dernier. Et je vais te laisser effeuiller cette histoire-là parce que j'aimerais raconter des choses, mais le problème, c'est qu'on a une histoire qui très vite plonge son lecteur dedans et on a une construction, on va en parler, on va beaucoup parler de l'ouvrage, mais quelque chose qui nous plonge vraiment dans une intrigue. On parlerait pas de thriller ou de roman policier, mais on a tout de suite le lecteur qui est embarqué. Alors, je ne veux pas dévoiler trop d'éléments, mais je te laisse nous donner le synopsis, voilà, pour utiliser ce genre de terme. Déjà ça va, t'as pas dit pitch. Voilà. Donc je vais pas être obligée de prendre le TGV pour te balancer par-dessus bord. Alors, du coup, les synopsis. Je suis pas bonne à ça du tout. Dans un futur proche en France, on prend tout ce qui va déjà assez mal aujourd'hui, on le grossit, mais légèrement, hein. C'est pas une dystopie, ça relève pas du gag ni du burlesque. On prend tout ce qui va déjà mal et on le grossit sous le verre du microscope à 1,25 ou 1,5. Et on regarde ce qui se passe. Je sais pas si c'est potable ça comme synopsis. On prend, Voilà. on achète, on prend. D'accord. Il est pas difficile. On prend, alors, je vais rajouter quelques petits éléments parce qu'on rencontre des personnages dans ton ouvrage. Ça commence bien sûr l'histoire d'Enzo Brunet. Je suis sur la 4e de couverture, hein, je t'en dis pas plus. Ce jeune Il l'a pas étudiant... lu. De toute façon, il l'a pas lu. Hein, donc, Voilà, de toute façon, je pensais que tu étais joueur de foot au départ. Donc, moi, on m'a envoyé le livre. Bon, voilà, j'ai regardé la couleur, c'est sympa. Hein. Pour un amateur de rugby de ton niveau, je suis un peu déçu sur la référence quand même, parce qu'avec Messina, il y avait autre chose à sortir que le foot, mais c'est pas Depuis grave. le quart de finale de cette Coupe du Monde, je ne parle plus de rugby, c'est clair et net. Et donc l'histoire de ce jeune étudiant qui va se suicider tout bonnement devant l'Assemblée nationale. On va suivre en parallèle d'autres personnages. C'est Sabrina, cette mère célibataire. C'est Aurélien, un paysan face à l'absurdité de l'administration. C'est également Paul qui va changer de vie professionnelle de manière assez radicale en devenant boucher dans un Super U. On suit ces personnages qui ne sont pas vraiment liés, mais qui vont le devenir d'une certaine manière, de manière plus ou moins directe. Pourquoi ces personnages ? On va tout de suite entrer dans le contexte un petit peu d'écriture de cet ouvrage. Est-ce que les personnages t'ont semblé évidents ? Est-ce qu'il y a eu des actualités particulières qui t'ont donné envie d'aller vers ces personnages-là ? Comment c'est un petit peu construit, ces quelques histoires qui évoluent en parallèle dans la peau sur la table ? Alors il faut voir qu'au départ, j'avais quand même dans l'idée d'écrire un roman sur les Gilets jaunes. Idée que j'ai abandonnée quand même assez vite, mais je pense qu'on y reviendra parce qu'il est intéressant de voir pourquoi. Et donc, je voulais à la fois un personnage à Paris, puisqu'on parle assez peu du fait qu'il y a eu des mouvements de Gilets jaunes, ou en tout cas qu'il y a eu plus que des sympathisants de Gilets jaunes dans Paris intramuros. Et je voulais un personnage dans une campagne ravagée. Donc j'ai eu le binôme assez vite. Il y avait Sabrina qui était instite à Paris et qui s'en sortait pas. Et il y avait Paul qui était employé de la grande distribution en province. Et comme j'en fais pas vraiment mystère, je viens de Grenoble, l'Ardèche, ça s'est imposé assez vite à moi parce que c'est un coin qui est absolument enclavé, dans lequel on ne se passe pas de voiture. Voilà. Et donc à un moment dans le livre, j'écris d'ailleurs la vie même est indexée au coût du pétrole. Dans un coin comme l'Ardèche, c'est pas une allégorie, quoi. Il n'y a pas de vélo électrique ou de monoroues qui pallient la bagnole. Donc ce binôme, il est arrivé assez vite, et puis ensuite j'ai eu envie
de mettre un personnage agriculteur parce que Paul il est tout seul en Ardèche et au début je voulais vraiment parler de quelqu'un d'isolé, vraiment de quelqu'un de seul qui peine à se faire des amis, qui est parti en Ardèche mais qui le regrette et puis très vite ça a donné quand même un personnage assez imbuvable quoi de quelqu'un qui est tout seul dans sa campagne, qui parle à personne, qui a pas de copine, qui a pas de pote, qui va pas boire de coups et c'était un peu sec. Et je pensais je suis convaincue que tout ce qu'on vit aujourd'hui dans les métropoles et dans les provinces périphériques, comme Guy lui l'a défini, je pense que ce qu'on vit, donc c'est-à-dire nous, 99% des Français dans cette France-là, c'est la suite logique de ce qu'on a d'abord imposé à 2-3% d'agriculteurs. Et donc en fait, il fallait que je parle d'un agriculteur parce que je dirais que le péché originel, pour utiliser des grands mots, le péché originel, c'est ce qu'on a imposé au monde paysan. Et c'est ce qu'on est en train de se prendre dans la gueule aujourd'hui. Donc il fallait un paysan pour faire le lien. Et ensuite, les autres personnages sont venus avec l'intrigue. C'est-à-dire que Sabrina, si elle est mère célibataire, il y a un ex dans la nature, donc il fallait en parler. À un moment donné, elle ne veut plus être mère célibataire, donc elle rencontre quelqu'un, il fallait en parler. Mais mon gros binôme de base s'est joué sur une exigence géographique, puisque vraiment le thème de départ, je voulais que ce soit les gilets jaunes. Voilà. Et c'est vrai que là encore, on l'a dit tout à l'heure, et avant de continuer à creuser sur ton nouveau roman et sur les liens en tant que lecteur que j'ai pu y trouver, je suis très curieux et heureux d'avoir ton avis sur ça. Je le dis, cher lecteur, bien évidemment, je ne suis pas objectif aujourd'hui sur le fait de te recevoir, mais en tout cas, en tant que lecteur, et je t'invite à te boucher les oreilles pour l'instant, c'est vrai que je suis particulièrement aussi heureux de te recevoir parce que ça avait été le cas pour Faux Départ, et c'est le cas aujourd'hui parce que tu proposes un roman qui est certes fait un appel à l'actualité, évidemment, c'est ce qui se passe complètement aujourd'hui. On est plongé dans le réel, mais avec une écriture qui vraiment prend immédiatement au cœur, prend même aux yeux, parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans l'actualité, ce que beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui peuvent vivre d'une manière ou d'une autre, et c'est vraiment, je trouve, la grande force de La Peau sur la table. Désormais, tu peux m'écouter à nouveau, donc voilà, je ne suis pas objectif dans cet enregistrement, mais je tenais en tant que lecteur et amoureux de bouquins à le dire, et aujourd'hui, je replonge un petit peu dans l'univers de Let It Be comme à l'époque. Alors, une petite parenthèse, une question presque rhétorique, parce que j'ai suivi, on t'a vu sur le QG notamment, je crois, avec Aude Lancelin, ça t'a été reçu pour parler de La Peau sur la table. Elle t'a posé la question, mais je ne résiste pas au plaisir de te la poser à nouveau. La Peau sur la table, pourquoi ce titre ? Alors moi je suis vraiment pas douée pour les titres, donc là c'est vraiment le titre qui est venu me chercher. Et tu sais, au moment où... alors c'était à l'été 21, je crois, 20 ou 21, je sais plus, quand on a retrouvé les manuscrits de Céline qui étaient censés avoir disparu au moment de l'épuration, il y a pas mal d'archives de Céline qui ont circulé, et je suis tombée sur l'une d'entre elles au cours de laquelle il dit quand on écrit, on fout sa peau sur la table. Et donc si tu veux, c'est vraiment le truc... Voilà, ça m'est tombé dessus comme la truelle d'un maçon marocain qui a pas respecté les normes de sécurité. Voilà, c'est tombé sur ma tête. C'était La Peau sur la table, ça allait être mon titre. Donc, et puis plus de toute façon j'écrivais, plus ça me semblait logique, parce que sans faire dans le mauvais goût, il y a le suicide d'Enzo par immolation. Donc lui, on peut dire que il se martyrise jusqu'au bout sur tout son corps, il se martyrise, il laisse toute sa vie sur la place publique pour dénoncer ce qui lui est arrivé. Et en fait, je n'ai que des personnages à un moment donné qui ont la gueule face au mur et qui ne peuvent plus avancer dans leur vie et qui refusent de reculer. Et eux aussi, dans l'acte final du livre, que je dévoilerai qu'à demi-mot, ils laissent leur peau sur la table, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'est tombé sur le coin de la gueule et que j'ai assumé. Et en plus, voilà, quelque part, je me place sous la bienveillance de Céline si elle le veut bien. Mais qu'est-ce que quand t'as un titre comme ça, tu peux pas après dire non mais on va l'appeler En attendant la pluie. Viens, il fait beau, on sort. Un jour ordinaire. C'est des trucs d'Emmanuel Mouret, c'est pas possible avec un roman comme ça, quoi. Donc. Il y a cet ancrage-là, effectivement. Et un point qui m'a marqué pour décortiquer, on va commencer petit à petit, l'autopsie de La Peau sur la table, là encore, sans trop dévoiler bien sûr d'éléments. Ce qui m'a le plus marqué presque sur le déroulé de l'histoire et la perception qu'on a à la lecture, c'est que la politique devient seulement un outil de coercition. Il y a ce choix d'abord que tu fais de proposer une présidente de la République. Est-ce que pour toi, ça c'est venu assez naturellement, il y avait une volonté de mettre quelque chose en avant avec ça ? Mais absolument, moi
je voulais absolument sortir du poncif. C'est les femmes qui changent le monde. Alors disons que dans un village de paysans, probablement, parce qu'on voit que dès que les hommes s'éloignent pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de conflit, elles arrivent à tenir mais absolument l'ensemble du village sur leurs épaules. Voilà, mais la politique n'est pas un village, la globalisation n'est pas un village global, et je voulais vraiment dépasser cette espèce de poncif. Voilà, les femmes sont douces, elles vont créer un monde de bienveillance, de chaleur, de machin. Moi, je suis née après les grèves de mineurs de Thatcher, mais c'est quelque chose qui m'a poursuivi, enfin qui me poursuit encore d'ailleurs. Et donc, j'ai dans l'idée qu'une femme peut très bien déclarer la guerre, qu'une femme peut très bien demander un bombardement sur des hôpitaux s'il le faut. Et puis voilà, de quelle femme parle-t-on? Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où c'est Christine Lagarde qui dit à des PME qu'elles vont mettre la clé sous la porte, quoi. Donc voilà, j'avais envie de casser un petit peu ça, c'est vrai. C'est un plaisir que je me suis autorisée. Puis au moins comme ça, il n'y avait pas de parallèle qu'on pouvait établir avec les politiciens hommes actuels, quoi. J'avais pas envie qu'on dise ah oui, vous avez mis en scène Macron, vous avez mis en scène machin. Là où moi, j'allais en terrain plus ou moins inconnu. Même si j'avais quand même, je le dis, une image d'Elisabeth Borne ou de Christine Lagarde en écrivant ce personnage, bien sûr. Oui, curieusement, c'est souvent le visage qui revient, c'est assez fou. Ouais. et sur cet aspect-là, c'est vrai que je trouve le fait de choisir une femme comme présidente de la République est intéressant parce que sur cet aspect de coercition, je trouve qu'on retrouve tout au long du roman, on voit bien effectivement, comme tu le dis, que finalement la question du sexe ne s'impose plus du tout aujourd'hui dans la politique et la femme peut être un salaud comme les autres finalement d'une certaine manière. Et ce choix de la coercition, tu le pousses voilà, dans ce quotidien de ce paysan par exemple, au fin fond de la France, qui subit des conséquences qu'on décide dans des bureaux à Bruxelles, ce que tu expliques, ce que tu écris, ce que tu expliques dans l'histoire du personnage en question. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un des fils rouges du roman, c'est qu'il y a toujours cette impression-là où la politique n'est plus là pour régler des problèmes, n'est plus là, alors je caricature volontiers, mais pour aller chercher un chat dans un arbre. C'est vraiment ce qui vient mettre des règles, ce qui vient cadenasser, ce qui vient imposer, ce qui vient mentir. Il y a cette phrase très vite de la présidente qui réagit au suicide de ce jeune homme qui dit « Je veux que tout cela soit oublié dans une semaine, trouver autre chose à leur foutre sous la dent ». On a vraiment quelque chose, c'est de la communication et de la coercition, quoi. Ouais, je vois pas ce que c'est d'autre. Donc comme ça on est tranquille. Comment je pourrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'était parfait de laconisme. Disons que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a que les normes qui peuvent faire en sorte que la machine est bien huilée. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que les mécanismes s'articulent les uns autour des autres, que la machine fasse son truc toute seule. Et donc la politique est là pour édicter les normes qui permettent de décréter de quelle taille doivent être les boulons, à quelle fréquence éventuellement les ouvriers viennent resserrer les boulons. Mais nous sommes dans un monde technicien. La production de richesse aujourd'hui, même, elle est faite par des serveurs informatiques. L'agriculture aujourd'hui telle qu'elle est défendue par le projet européen, c'est celle d'une mécanisation à outrance, avec des GPS dans les tracteurs, des robots pollinisateurs comme on voyait il y a encore quelques années dans Black Mirror. Enfin tout ça c'est vraiment des choses qui sont avancées. Et donc encore une fois c'est la technique qui va à terme nous nourrir, assurer notre production, assurer notre instruction, assurer également le maintien de notre santé physique, pas mentale bien évidemment. Et donc dans un monde technicien, il n'y a plus que des normes, fatalement. Et donc le politicien, il est là pour graver les normes dans le marbre. Il n'est pas là pour changer quelque chose aux normes. Et c'est quelque chose qu'on le voit bien quand, comme moi, on a voulu à un moment donné frayer dans les milieux anticapitalistes de bonne foi. C'est qu'en fait, on se rend compte que ce n'est plus possible. Et en fait, quand je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui se crispent et qui ont envie de m'étrangler, mais en réalité, nous sommes allés tellement loin dans le système capitaliste qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas en sortir. À moins vraiment d'adopter quelque chose de radical façon Corée du Nord. On ferme nos frontières définitivement, on fait en sorte de produire intégralement ce dont nous avons besoin, on perd un confort matériel... Voilà, il faut encore voir si la population est prête à supporter ça. Et on sort définitivement de l'économie globale. Et en réalité, on sait que ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, dans la mesure où ce n'est pas possible, que veux-tu que le politicien fasse ? Voilà. Et c'est comme... aujourd'hui, dès que tu prends un problème et que tu essayes de le prendre avec de la hauteur, tu vois qu'il ne peut rien faire. Par exemple, même sur la question des violences faites aux femmes, en un seul mot, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?
à part créer plus de lois, éventuellement mettre de l'argent dans des campagnes de presse. En fait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse concrètement contre les violences faites aux femmes quand, en même temps, on nous promeut d'avoir dans la poche des outils où en un clic, on peut regarder les pires abominations qui sont faites contre leur intimité, tu vois. Donc je dis pas qu'il y a forcément qu'un seul facteur pour expliquer les violences aux femmes et que ce facteur ne serait que le porno. Mais regarde, juste déjà aujourd'hui, comme c'est difficile de tenir le porno éloigné d'un adolescent, voire d'un prépubère. Donc en fait, concrètement, nous sommes dans une impasse, et moi ce qui m'intéresse, c'est de voir le roman de l'impasse, avec des êtres humains en chair et en os qui refusent l'impasse. Voilà, ils préfèrent encore crever de leur belle mort que de vivre dans un système où encore tous les jours, on va leur expliquer comment ils doivent vivre, comment ils doivent penser, comment ils doivent parler. Et finalement d'année en année aller de renoncement en renoncement jusqu'à la mort en fait, hein, parce qu'il n'y aura jamais de victoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir comment les gens de chair et de sang vont vivre ça. Et est-ce que sur l'écriture de La peau sur la table, tu as commencé l'écriture de ce nouveau roman à peu près à quel moment? Donc je te l'ai dit, sur la première version du bouquin, il était question d'écrire quelque chose sur les gilets jaunes. Et je suis pas allée au bout de la première version parce que écrire sur les gilets jaunes me contraignait énormément. C'est-à-dire que il fallait que je sois juste, que je sois documentée. Donc à un moment donné, je me suis farci des heures et des heures de caméras embarquées sur les Champs-Élysées. Et j'avais l'impression presque d'écrire, tu vois, un compte rendu d'assemblée générale qui dégénère un peu, quoi. Donc c'était vraiment bonhomme B tape sur bonhomme A. Bonhomme A perd son œil, il y a une flaque de sang. Enfin, c'était absolument inintéressant du point de vue de l'auteur. Enfin, à ces moments-là, on est très égoïste. Et donc, c'est un éditeur qui avait lu cette première version et qui n'a pas été l'éditeur de la version finale, qui m'a dit, bah alors en fait, les gilets jaunes, faut pas se mentir, ça va quand même faire grincer des dents et il y aura aucune promo. Ça, on me l'a dit tel quel. Hein. Si vous écrivez sur les gilets jaunes, il y aura pas de promo. Par contre, tout ce que vous voulez mettre dans la bouche des gilets jaunes, vous avez l'occasion de le mettre dans la bouche d'autres Français qui arrivent un petit peu plus tard. Et donc j'ai imaginé voilà la France de 2026-2027 et il s'agissait finalement d'imaginer une impasse générale. Voilà, il y avait plus de prolos de classe moyenne, de Français black blanc beurre, de Français cadres ouvriers. Il s'agissait d'imaginer un modèle dans lequel absolument 99% de la population était en train de crever. Et c'était beaucoup plus intéressant finalement que, même si je cache pas ma sympathie pour eux, mais c'était plus intéressant que de parler uniquement des bras zéros sur les ronds-points, quoi, en termes d'embrassement, si je puis dire, ouais. Allez, on a écrit un français, l'embrassement de l'embrassement, tu vois. Attention, j'ai dit qu'il y avait du lourd. Elle a tenté, voilà. Elle a osé. J'ose tout. Mais c'est vrai que sur ce point-là, dans ce que tu dis, il y a effectivement ce qu'on peut ressentir. On parlait tout à l'heure de l'aspect coercitif de la politique, mais on a aussi cette impression dans le roman, alors qu'il est très politique au sens étymologique où on voit la vie de la cité avec un C majuscule, mais tu donnes aussi l'impression que la politique, que l'homme politique avec un H majuscule, que le politicien n'est même plus une solution en soi. On a effectivement cette présidente de la République qui est le pendant d'Emmanuel Macron, comme elle serait le pendant de Valérie Pécresse ou de Clémentine Autain, je dis n'importe quoi. On a l'impression que c'est même plus une question de parti. Le réel s'impose à tous les citoyens et il y a même plus ce petit espoir de tel candidat pourrait nous en sortir. C'est vraiment un constat que tu fais toi-même en tant que citoyenne et que tu as voulu retranscrire dans le bouquin, ou ça s'est fait naturellement Non, tout s'est fait naturellement. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'à la fin, le livre a vaguement quelque chose quand même du thriller, parce que ça monte en intensité dans les derniers chapitres. Il a quelque chose de l'ouvrage politique. Il y en a même qui m'ont dit que c'était un brûlot. Et en fait, pas du tout. Mon intention première, elle était vraiment d'écrire le parcours d'hommes et de femmes qui se retrouvent dans la marge en étant terriblement normaux. Et j'avais un amour débordant pour mes personnages, et je pense que ça, on peut le sentir quand même. On peut vraiment sentir que j'adore ces personnages. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler de la vie d'un homme, de la vie d'une femme, et de décrire qu'à un moment donné, ils ont le sentiment de passer à côté de tout ce qui définit une existence, voilà.
Et c'était ça qui m'intéressait. Et finalement, en allant au bout de cette envie-là de décrire des gens normaux, j'ai fatalement fait quelque chose de politique. Mais je ne suis vraiment pas partie avec l'idée de dénoncer quoi que ce soit ou d'écrire un truc engagé à la con. Enfin, c'était pas du tout. Non, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est fou parce que pour la petite parenthèse, j'ai eu la même impression en lisant La peau sur la table qu'en allant au cinéma voir le second tour d'Albert Dupontel. C'est que Ah ouais. certains critiques ont dit c'est un brûlot, c'est une critique acerbe de la politique, alors quand il fait, comme tu le fais, un constat qui est tout à fait réaliste et démontrable. Je veux dire, il n'y a pas de Mhm. science-fiction dans ce que tu dis, c'est un constat qui s'impose aujourd'hui à beaucoup de Français. Et second tour, je trouve, a eu un accueil un peu similaire, qui a été positif. Comme toi, tu as eu de belles critiques dans le Figaro, dans Causeur, par exemple. D'ailleurs, on en Mhm. reparlera d'ailleurs sur l'accueil qui a été fait, qui est très politiquement ciblé d'ailleurs. Mais Ouais, ouais, ouais. c'est intéressant de voir qu'on parle de brûlots et autres, comme tu dis, alors que pas du tout. Et c'est fou de voir à quel point retranscrire le réel est déjà subversif aujourd'hui. Ah, mais tu peux pas faire plus subversif que le réel. Mais ça, c'est vrai. C'est très juste ce que tu dis. C'est pas la peine. D'ailleurs, tu sais, dans le livre, il pourrait potentiellement y avoir des scènes atroces. Hein. Enfin, je veux dire, Mhm. le livre s'ouvre sur un suicide par immolation. J'aurais pu faire 14 pages pour te décrire comment la peau se carbonise et comment les muscles qui explosent font des petits plous. Et il y a vraiment aucune complaisance pour le trash, pour le gore, mais ça correspond en fait à mes goûts. C'est déjà des choses quand je vais au cinéma ou quand moi-même je lis qui ne m'intéressent pas. Et je trouve qu'il n'y a pas plus il y a pas plus terrible que la vérité en réalité. C'était Peggy qui avait une phrase comme ça qui sonnait un peu serment sur la Bible dans un téléfilm américain. C'était que la vérité bête, bêtement la vérité. Enfin, il disait quelque chose comme ça. Je veux bien que les commentateurs me reprennent parce que là, je cite très mal Peggy. Mais il y a pas, il y a pas plus dérangeant aujourd'hui que de dire qu'on est dans la merde, en fait. Et ça m'amuse pas de le dire. Ça m'amuse vraiment pas parce que bah, je suis dans la merde avec vous, les gars. Mais j'ai failli faire une grande crise de tachycardie récemment à quelqu'un qui m'est très sympathique, hein, tu vois, un gentil boomer du PCF qui vient de ma banlieue rouge de Grenoble, qui a milité toute sa vie au PCF et qui est encore du genre, tu vois, à vouloir faire signer des pétitions papier ou à te dire on va faire un rassemblement le long de la départementale, on va être 500 à se tenir la main, on va envoyer un message fort et tu vois, moi je suis là, je peux pas me permettre de ne pas dire la vérité et c'est qu'on est sacrément dans la merde, quoi. Mhm. Et j'ai le sentiment, tu vois, d'être face à un copain un peu dépressif qui me dit j'ai envie de mourir et d'être celle qui met une baffe et qui dit alors non tu vas pas mourir, je sais pas trop comment tu vas faire mais tu vas pas mourir. Voilà, c'est pas une position très sympa, c'est plus sympa de dire viens on va se bourrer la gueule, non tu vas pas mourir, viens on va boire un coup. Et moi je dis pas viens on va boire un coup, je dis je vais te mettre ma main dans la tronche et tu vas te battre, mais je sais pas comment. Mais au moins on va se battre ensemble, on va se marrer un peu quoi, tu vois, c'est plutôt ça. Et en observatrice, c'est presque, on a envie de dire en médecin légiste de ce réel qui se dessine sous nos yeux. Tu parlais chez Aude Lancelin, pardon, toujours dans ton interview chez QG, tu disais que la politique, enfin la société française sous Emmanuel Macron était devenue une dystopie. Est-ce que tu as vu un Mm. glissement? Est-ce que tu as vu une accélération chez Macron? Ou est-ce que finalement, comme dans les bons films de gangsters, c'est lui qui finit le boulot? Ah oui c'est ça, oui il vient finir le boulot. Mais parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été amorcées par Sarkozy, notamment au niveau diplomatique. Voilà. C'est-à-dire que demander la réintégration de la France dans le traité de l'Atlantique Nord, bon bah là c'est pas Macron. La perte d'autonomie, enfin d'autres disent souveraineté. Moi j'aime bien le mot autonomie, mais la perte d'autonomie vis-à-vis de l'Union européenne et des grands traités internationaux, c'est pas Macron. Et oui, il vient. Bah, c'est celui qui vient jeter bébé avec l'eau du bain et on lui reproche d'avoir commis l'infanticide, quoi. Mais et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pas de haine vis-à-vis de lui. J'ai pas de grande passion vis-à-vis de la politique. Je suis encore très impressionnée par les gens qui me parlent de Macron avec de la haine dans les yeux. Enfin, on peut pas détester un cyborg. Hmm. Euh, moi, je peux pas. Bah, oui, et ce constat-là, il me fait penser à
ce qu'explique Jean-Claude Michéa sur la base des travaux d'Orwell, parce qu'il en est un des meilleurs spécialistes français, quand il explique le fait que finalement, ce ne sont pas tant les élites qui sont les responsables du malheur du bas de la société, mais plutôt la nouvelle bourgeoisie urbaine qui, à son tour, a envie de tenir le fouet. C'est l'expression d'Orwell. Et c'est un peu ce que tu dis, enfin, c'est d'ailleurs complètement, en fait, ce que tu dis dans La peau sur la table, avec cette scène qu'on ne dévoilera pas parce qu'elle fait partie de... Tu parles toi-même de thriller, donc je te laisse l'anglicisme. Donc, mais c'est vrai qu'elle est centrale dans le déroulé du roman, mais on a cette violence aussi bien symbolique que physique qui se dessine, et avec cette bourgeoisie qui n'est pas l'élite politique, qui n'est pas l'élite culturelle ou médiatique, mais ces gens-là qui ont envie de s'installer, qui ont envie de se rapprocher le plus possible de ces élites qui les humilient, et donc à leur tour d'humilier. Et c'est vraiment ce que tu retranscris. Il y a quelque chose... Je refuse de croire que tu n'as pas pensé à Jean-Claude Michéa dans l'écriture de ce livre. Et à Orwell, de fait. Tout le temps à Jean-Claude Michéa, c'est le moment de faire mon coming out, Jean-Claude. Jean-Claude, où es-tu? Viens me voir, enfin. Quitte les Landes pour la Seine-Saint-Denis, tu vas voir, c'est formidable. En plus, tu y es né, ça devrait te plaire. Non, alors, ouais, Oui, j'ai fatalement pensé à Michéa, mais il y a un truc qui m'amuse aussi beaucoup, c'est qu'actuellement, il y a une espèce de petite hype de la bourgeoisie intellectuelle sur les travaux de Piketty-Cagé, qui font en gros du Guy Lui avec des outils méthodos d'universitaire qui a bien reçu son estampille, Cacheroux, Tafnor, ce que tu veux. Eux, ils sont homologués pour faire en fait du Guy Lui en plus verbeux. Et ça m'amuse, j'ouvre une parenthèse, mais ça m'amuse de voir qu'on adore les travaux de Piketty-Cagé en ayant craché à la gueule de Guy Lui. C'est quand même incroyable. Et oui, il y a effectivement une... faute de pouvoir la qualifier autrement, une bourgeoisie urbaine qui est en train de se mettre du bon côté du fouet. Ça, absolument. Et du coup, je peux pas dévoiler la fin. Mais disons qu'en cas de coup dur, ces gens ne seront pas différents des Versaillais qui appellent l'armée à éventrer les communards. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, et c'est aussi à celui, c'est Luc Ferry qui avait appelé à envoyer l'armée au moment des Gilets jaunes. On est aussi là-dessus. Lui, j'y ai pensé. Lui, j'ai forcément pensé, ouais. Sur cette violence symbolique, en fait, qui peut se manifester très vite dès lors qu'il s'agit de gens qui veulent grappiller vos privilèges, quoi. Il y a aussi de cet ordre-là. J'imagine que tu l'avais en tête, celui-là. Oui, lui, je l'ai eu en tête, oui. Et ben, je me souviens de sa gueule de fouine. En plus, je sais pas, physiquement, plus le temps passe, plus il ressemble à Laurent Alexandre. Enfin, tu vois, il y a vraiment une espèce d'uniformisation des gueules à travers le temps qui est terrible. Par contre, attends, excuse-moi, je te coupe, oui. Mais j'ai Aymeric Caron dans l'oreillette qui vient de prendre la défense des fouines. Hein. Elles n'ont rien à faire dans cette histoire, voilà. Il a raison, Aymeric, voilà. Désolé, c'était une remarque très spéciste et je suis désolée pour les fouines. Et non, mais il faudrait que je relise à l'occasion, tu sais, les grands textes eschatologiques. Je suis sûre qu'il doit y avoir des prophètes il y a 5000 ans qui ont dit qu'on s'approchera de la fin du monde. Les connards auront tous la même gueule. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc ouais, Jules Ferry, j'y ai pensé, mais vraiment, ça a été un moment assez extraordinaire de voir ce mec qui a juste une gueule de pharmacien de province. Enfin, Flaubert a déjà écrit sur Luc Ferry. Et ce mec vient à la télé et explique, mais on a l'armée, faut les crever. Et là, c'est très intéressant. En réalité, c'est très très intéressant. Évidemment que ça m'amuse pas. Je préfère évidemment rapporter les propos en me marrant un peu, mais ça veut dire beaucoup. Et donc, moi, je suis convaincue que s'il y a un retour des Gilets jaunes avec un autre nom et d'autres revendications, parce que je pense que si les Gilets jaunes reviennent demain, ils revendiqueront pas le RIC. Mais s'il y a demain une insurrection populaire de très grande échelle, nous aurons des gens très respectables à la télé qui appelleront à ce qu'on leur roule dessus, ouais. Ça ne fait aucun doute. Et là aussi, parce que c'est vrai que sur ce qu'on dit là, on pense forcément à la période du Covid où ça a libéré un petit peu les mœurs de gens qui voulaient toujours plus tenir le fouet et donner des coups, que ce soit sur le confinement ou même on pense au professeur Grimaldi par exemple, qui se posait la question dans une tribune dans le journal du dimanche d'interdire les soins à l'hôpital aux personnes non vaccinées. Enfin bref, tout l'étalage de ce qu'on connaît. Au moment de l'écriture justement de La peau sur la table, tu disais que ça a commencé avec le confinement. Est-ce que le Covid a été un obstacle dans l'écriture? Est-ce que ça aurait pu être un piège parce que mine de rien, c'est fondamental dans l'évolution de la société et avec ce qui débouche sur ce que tu dénonces et ce qui même l'a été d'ailleurs. Comment tu as réussi à arbitrer avec cette histoire de Covid et les conséquences qu'il y a eu sur la société? Et justement, en fait, la période Covid et surtout la période du pass sanitaire,
ça m'a un petit peu bloqué dans l'écriture. C'est-à-dire que j'attendais de voir comment ça allait se passer. J'avais quand même assez peur de voir dans les faits l'instauration du passeport intérieur chinois chez moi. Et j'ai eu vaguement, je t'ai dit, l'idée d'écrire une première version du bouquin pendant le confinement, mais en réalité, je n'ai pas écrit pendant tout le confinement parce qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment eu peur, où j'attendais de voir comment les choses allaient se passer et j'avais pas envie d'écrire. Et d'ailleurs, je dis souvent, mais un écrivain engagé, en fait, ça n'existe pas. Si t'as une personnalité, on va dire, sensible, forte, tu t'engages pas à un moment donné derrière une machine à écrire ou un clavier. C'est pas possible. Tu vois, l'exemple que j'aime le plus, même si c'est pas forcément l'écrivain que j'aime le plus, c'est Romain Gary. Bah, si tu veux, quand il a fallu mettre les mains dans le cambouis, le mec, il est parti résister au Maroc. Il est pas resté à Paris à apprendre l'allemand pour résister dans sa tête, quoi. Donc, non, la période Covid a été un des moments les plus terribles de ma vie. J'ai vraiment, vraiment, vraiment flippé à ce moment-là. Et je m'en cache pas parce que quand vraiment je repense à certaines choses, je me dis que on est vraiment passé à un cheveu d'un régime à la chinoise. Et avec finalement l'agrément d'une bonne partie de la population. Donc je peux pas oublier ça. Ça a changé beaucoup de choses en moi. Quelque part, moi je veux pas dire que je suis sortie de ce moment en étant fière de moi parce que ça voudrait rien dire, mais au moins je me suis dit bon bah quand j'ai une ligne rouge, je la dépasse pas quoi. Donc au moins personnellement, j'ai pas baissé mon froc, mais il s'est passé des choses, il s'est passé des choses avec des gens, il s'est passé enfin, tu vois, quand des propres personnes de ma famille m'ont dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Pourquoi tu te poses toutes ces questions? Pourquoi tu fais jamais comme les autres? Tu fais chier. Puis c'était l'occasion quand même, tu vois, pour certains, avec tout l'amour du monde, parce qu'on est dans la famille, mais c'était quand même pour certains l'occasion de rappeler que je fais jamais les choses comme tout le monde, que je pose trop de questions, que je fais chier. Et en fait, je fais juste chier à poser des questions, tu vois. Et, non, j'avais vraiment pas envie d'écrire pendant cette période-là. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, parce que l'espace d'un instant, j'ai l'impression de m'être un peu assise non, sur une table de massage dans un salon lacanien, tu vois. Tu mais crois dans la grande librairie, on joue à l'écrivain, ça y est, comme ça, qui est inspiré. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Non, parce que si tu veux, si je l'avais joué grande librairie, je l'aurais plutôt fait. Alors effectivement, il y a un manque de civisme dans une grande partie de la population qui lit des fake news. Et ces gens pensent que la Terre est plate. Et tu vois, non, Effectivement. J'irai jamais là-bas. Si tu veux, j'ai fait mon deuil. Comme on m'a dit, gentiment dans ma famille, je fais rien comme les autres. Donc moi, je vends mon bouquin sur Internet, tu vois, à la criée. Voilà, avec des blagues de mégère qui vend la poiscaille à Ménilmontant. Mais j'assume, tu vois, j'assume. C'est pas grave. Pas grave. Je serai jamais la jolie blonde qui passe chez Yann Barthès. Tu vois. Pas grave. La poissonnière de Ménilmontant, j'ai l'impression d'être le Rungis de la littérature. C'est un plaisir, genre. C'est ça. Il est beau, mon livre, il est beau. Il est pour vous. Voilà, là, monsieur. Monsieur, venez goûter. Monsieur est intéressé. Je vais vous lire un extrait comme ça, sur le plateau, voilà. Mais c'est vrai que pour y revenir, parce qu'on est quand même dans une maison sérieuse, ma petite dame, pour y revenir avec la peau sur la table, là encore, on ne dira rien sur la conclusion, mais tu dis effectivement le Covid qui aurait pu être un tournant, mais on est quand même toujours pas loin. Certes, le Covid, alors est pour l'instant terminé, ça ressort un petit peu, ça dépend des campagnes médiatiques de rappel de vaccination ou autre, mais on est quand même à une bretelle d'autoroute que tu retranscris bien dans la peau sur la table, c'est soit la négation définitive de l'individu, comme force marchande, c'est-à-dire la force des bras, et puis on y met ce qu'on veut dans les bras, là c'était en l'occurrence des vaccins, mais tant que l'individu est productiviste, ça va. Et est-ce que cet individu va réussir à lutter contre sa propre négation en disant à un moment donné ça suffit et on a droit à défendre que ce soit l'identité, que ce soit la culture, que ce soit les traditions, que ce soit la religion, chacun y mettra ce qu'il veut, mais on a quand même cette bretelle d'autoroute que tu retranscris vraiment et qui aujourd'hui se manifeste de plus en plus dans notre société. Ouais, et comme en fait l'histoire n'est jamais écrite, je vais pas céder à la facilité du pessimisme, mais en tout cas, il est évident que rien n'est fait pour émanciper l'individu. Voilà, donc bon après, c'est fascinant de voir ça dans un roman, et puis c'est fascinant de voir qu'il y a quelque chose finalement d'inexplicable et d'inextinguible au cœur même de l'individu. C'est que je pense que même quelqu'un
comment dire, pour reprendre la rhétorique marxiste, même quelqu'un d'absolument aliéné, je pense jusqu'au bout, va quand même sentir qu'il faut se battre pour quelque chose et que tout ça a quand même un sens. Des gens vraiment désespérés, prêts à tout lâcher, je pense que j'en ai jamais vu. Et même pourtant des gens, tu vois, qui de temps à autre n'ont pas de problème avec le fait de partager leurs données, d'être suivis. Il y a quelques jours, j'ai lu un article absolument flippant sur Numérama, sur un chercheur en fait qui démontrait que les adolescents équipés de smartphones n'avaient aucun problème, mais vraiment aucun problème avec le fait que leurs parents puissent les suivre par géolocalisation à distance. Ce qui, il y a encore pas si longtemps, moi, aurait fait que si mes parents m'avaient offert un smartphone pour ça, je leur aurais balancé dans la tête, quoi, tu vois. Et il y a quand même des signaux qui sont de moins en moins faibles à prendre en considération, mais je peux pas te dire que tout est foutu, mais l'image de ta bretelle d'autoroute, elle est très juste. On est constamment, j'ai l'impression, en rendez-vous avec l'histoire, quoi. Et à chaque fois, on prend la mauvaise bretelle d'autoroute. Donc même si on arrive à reprendre la première sortie pour revenir sur l'axe principal, on est de plus en plus égaré, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que et puis cet égarement, il se retranscrit aussi. Alors, dans le livre, il y a cet aspect-là, mais je trouve qu'en commentatrice, tu proposes un rappel qui fait quand même du bien. Et c'est une forme de respiration, oui et non, mais toutes les dimensions aujourd'hui qu'on étale dans les médias, de dire où on parle de demain, voilà, c'est Elon Musk, c'est l'intelligence artificielle, c'est la possibilité de changement de sexe grâce à la progression technologique de la chirurgie, des choses comme ça et tout ça. On voit dans la peau sur la table, et c'est vrai que c'est un sentiment que je pense que beaucoup de nos spectateurs ont, c'est que tout ça est complètement étranger, quoi. On le regarde presque comme si c'était Star Wars, alors que pour beaucoup de gens qui sont dans des bureaux de médias à Paris, c'est demain. Je dirais, oui, l'intelligence artificielle, c'est demain. On va perdre des emplois, mais on va perdre dans des emplois où effectivement l'intelligence artificielle le pourra. Mais dans la pause sur la table, tu retranscris aussi cette société où tout ça, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est pas la question, quoi. C'est très difficile, en fait, de concevoir tout à fait dans quelle marmite on veut nous foutre. Parce que déjà, on a le cul dans la marmite en question depuis un paquet d'années, mais c'est que nous sommes encore paradoxalement dans quelque chose d'hybride. Moi, l'image que j'aime bien utiliser, c'est que effectivement, on peut aujourd'hui payer nos achats avec, je sais même plus comment ça s'appelle, mais un truc sur le smartphone. On peut débloquer notre téléphone avec nos empreintes digitales. Pour rappel, il y a moins de 100 ans, on ne prenait les empreintes digitales que des mafieux, hein. T'aurais dit à Madame Trucmuche ou à Monsieur Untel, on va prendre vos empreintes digitales, il l'aurait très mal pris. Et donc on est dans cette espèce de monde hybride où à la fois il y a effectivement l'intelligence artificielle, une artificialisation de la moindre expérience humaine. Là-dessus, les travaux de Sadin, ils sont impeccables. Et en même temps, il y a toujours, si tu veux, dans une administration, une secrétaire avec des lunettes, avec un cordon qui te dit « Ah bah vous avez pas rempli le bon formulaire !» C'est ça qui fait qu'on comprend pas. C'est qu'on et ça j'ai vraiment voulu le dire dans le livre en disant la France, probablement d'autres pays, mais ok, je suis française, personne n'est parfait. La France est de mon point de vue un cas d'école, parce que j'en connais pas beaucoup non plus des cas d'école. Je fais pas partie de ces gens hyper classe qui ont vécu dans 40 pays différents. Mais là où je vois la France comme un cas d'école, c'est que on se prétend quand même à la pointe sur certaines choses, sur le plan numérique, informatique et même sur l'intelligence artificielle. Et dans le même temps, on reste ces espèces d'adolescents qui doivent lever le doigt pour foutre une chaise sur le trottoir, tu vois. On fait encore partie de ce genre de pays où si demain t'as envie de vendre un paquet de fringues et que tu vas sur le trottoir avec un écriteau je vends mes fringues, des flics vont venir avec un tonfa te dire dégagez, vous avez pas demandé l'autorisation à la mairie, quoi. Et voilà, il y a ce côté vendeur à la sauvette, ce côté vendeur à la sauvette pas autorisé mais qu'on a le droit de faire, donc on va dire une économie informelle, artisanale, traditionnelle, et dans le même temps tu vois, même moi qui suis édité pour ce bouquin chez Fayard, on m'a expliqué chez Fayard qu'il y avait des livres, je ne donnerai pas les titres, mais qui étaient publiés par intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs et il n'y a pas de barrage, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est le sentiment qu'il n'y a pas de barrage, ou qu'il y a des énièmes, tu vois, bénévoles qui font du travail intelligent, comme tout ce que fait par exemple la Quadrature du Net depuis des années. Et donc ces gens sont sérieux, ils bossent super bien, c'est fascinant de les lire, et puis en fait on sait très bien que c'est des alertes qui résonnent dans le désert, quoi. Et on est quand même, tu vois,
pour un roman, on est sur quelque chose de très intéressant parce que tous les gens qui sont conscients, tous les gens qui sont sensibles sont de plus en plus à fleur de peau parce qu'ils sentent que tout est en train d'être mis en place pour ruiner leur vie. En même temps, ils ont conscience qu'une vie, il y en a qu'une et ils ont pas trop envie du projet. Et dans le même temps, les actions à mener pour essayer de contrecarrer ce qui se passe sont quasiment rendues impossibles, avant tout d'un point de vue humain. C'est-à-dire que des gens qui pensent comme toi, qui te donnent raison sur les réseaux, tout ça, ils sont eux-mêmes pris dans un truc qui les a changés. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il est très difficile aujourd'hui de se retrouver à 4 autour d'une table et de dire qu'est-ce qu'on fait. Tu vois, le simple fait d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui, c'est difficile. Ouais. Tu vois, je sais pas si je suis claire hein, dans ce que je dis, mais ouais. Sur cet aspect d'engagement humain et qu'on a vu avec les Gilets jaunes, qui a pu surprendre beaucoup de gens qui ont observé ça, c'est-à-dire qui ne participaient pas ni du camp des Gilets jaunes, ni du camp, on va dire, politique, ou du camp d'en face, entre guillemets. La mobilisation collective, ça a été la première surprise, quoi. Ouais, mais pour moi aussi. C'est-à-dire que comme tout le monde, j'ai vu l'acte 1 du 17 novembre en me disant, bon, c'est une manif contre... je sais même plus, hein, très franchement, parce qu'il y avait l'acte 1, et puis dès l'acte 2, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a des gens qui sont capables de s'organiser pour faire un truc, et moi-même, ça m'a sidéré. Mais ce n'est pas... Tu vois, même quand il a fallu lutter contre le pass sanitaire, et les soignants qui ont été suspendus ont peut-être eu un petit peu de solidarité au niveau local. Il y a peut-être un voisin qui les a dépannés à un moment donné, mais tu vois bien que... Même sur la mobilisation contre le pass sanitaire, il y avait déjà pas la même chose que pour les Gilets jaunes. Oui. Alors que finalement, d'un point de vue philosophique, les enjeux étaient beaucoup plus importants. Clairement. Donc finalement, c'est de l'humain, ça se programme pas, ça se comprend difficilement. En tout cas, c'est intéressant à observer. Ouais. Oui, puis mais c'est le premier handicap qu'on a, en fait, c'est un handicap humain. Moi, j'ai énormément de mal à rencontrer des gens. Et si tu veux, je suis dans une aire urbaine de 10 millions de personnes. Parfois, je vais croiser quelqu'un avec qui j'ai l'air d'être d'accord, on échange le numéro, faudrait qu'on se revoie, qu'on prenne un café, j'envoie un texto, quand est-ce qu'on se voit, il n'y a pas de réponse, quoi. C'est terrible. Ouais. C'est vraiment terrible. Oui, c'est vrai que c'est cette atomisation de la société qui se ressent de plus en plus, avec des individus de plus en plus esselés et qui, paradoxalement, passent leur journée sur des réseaux sociaux. Absolument. Ouais. Mais moi, les gens que je connais qui ont la vie sociale la plus riche, ils n'ont pas le temps d'aller sur Facebook même qu'une fois par jour, quoi, tu vois. Ouais. Mais la solitude, c'est un sentiment que j'ai déjà aimé explorer du point de vue de l'étudiante précaire dans le premier bouquin, et là j'ai adoré l'explorer aussi du point de vue de Paul qui se sent seul chez ses parents parce qu'il est en train de découvrir une réalité que ses parents n'ont jamais effleurée du bout du doigt, avec Sabrina qui est mère célibataire à Paris, donc qui n'aurait qu'à claquer des doigts pour rencontrer quelqu'un et qui se retrouve à parler toute seule quand sa fille dort parce que personne ne lui adresse la parole dans la journée. Et en fait, il y a une solitude terrible, mais qui est fascinante pour quelqu'un qui fait mon travail, quoi. Et sur cette observation comme ça, cette observation du réel cruel ou du cruel réel, si on ose, on a parlé tout à l'heure... La réalité crue, vas-y, lance-toi. Clairement, allez, soyons fous. Lance-toi. Un tartare de réalité. Allez, on va mettre un petit peu de poésie. Sublime, un sashimi, s'il te plaît. On a parlé tout à l'heure sur les références, on va dire, sociologiques avec Jean-Claude Michat, évidemment. Tu parlais aussi de Christophe Guilluy. Sur l'aspect littéraire, est-ce que tu as pensé à des ouvrages, à des auteurs, peut-être pas forcément pour t'inspirer, mais en tout cas qui ont eu ce rapport-là, qui ont chaussé ces lunettes-là pour rapporter le réel de cette manière aussi crue, que ce soit des références récentes ou peut-être plus anciennes? Non, mais moi, je suis obsédée par Pasolini. Alors ça, c'est un truc... J'ai le sentiment de le dire à chaque fois qu'on me tend le micro. Fort heureusement, ça arrive pas souvent. Donc comme ça m'évite d'avoir le sentiment de trop parler de la même chose. Pasolini, il faut voir que c'est un homme né dans les années 20 dans le nord de l'Italie. Donc en fait, il a connu le Moyen-Âge, quoi. Et au mi-temps des années 60, il réalise l'Évangile selon saint Matthieu dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, en Basilicate aussi, je crois. Et donc il sort sa caméra et il demande à des villageois du sud de l'Italie. Si c'est une période qui vous intéresse, d'ailleurs, lisez le Christ s'est arrêté à Eboli de Carlo Levi, qui est le témoignage d'un médecin déplacé par le régime fasciste dans le sud de l'Italie, parce que en fait le sud de l'Italie dans les années 30 c'est
tellement morts. Il y a la malaria, personne n'a bouffé. Enfin, c'est tellement la fin du monde qu'en fait, on prend même pas la peine de tirer une balle dans la tête des opposants politiques. On les oblige de partir dans le sud de l'Italie. Et donc, en fait, au mi-temps des années 60, Pasolini, il plante sa caméra dans le sud de l'Italie et il demande aux villageois de jouer les Palestiniens d'il y a 2000 ans. En fait, la gueule des gens, elle est tout à fait crédible. Et 10 ans plus tard, quelques jours ou quelques heures avant sa mort, Pasolini dit, bah voilà, aujourd'hui, je pourrais plus faire ce film parce que la télévision est arrivée. Et donc, avec la télévision, la gueule des gens a changé, le corps des gens a changé, la prose des gens a changé. Enfin, l'Italie a été ravagée par la société de consommation. Et le type dit ça au mi-temps des années 70, tu vois. Et en fait, quand t'as ça en tête, tu comprends tout. C'est-à-dire que effectivement, même la solitude de ma petite Sabrina qui élève seule sa gamine et qui ne rencontre personne à qui parler, pour moi, en fait, tout ça était déjà dans les textes de Pasolini il y a 50 ans. Donc Pasolini, pour en revenir à ta question, il est dans ma vie intellectuelle. Voilà, c'est la clé de voûte. Voilà. C'est ma révolution intellectuelle. On va dire, j'ai eu une formation intellectuelle, donc qui a commencé avec les grands textes classiques, les romans du 19e, et puis ensuite, d'un point de vue politique, vraiment des trucs très classiques du 19e, donc le marxisme. Hein. Et puis ensuite, quand ça a évolué et que j'ai voulu vraiment davantage comprendre mon époque, la Pasolini, en fait, il a mis une bombe dans ma tête et il fallait tout reconstruire derrière, quoi. Et c'est associé à ça les penseurs, en fait, de la question de la technique. Donc, Ellul et Charbonneau, c'est certain. Plus tard, Kaczynski, enfin plus connu sous le nom de Unabomber. Et en fait, aujourd'hui, quand tu veux aborder un problème dans notre système, enfin dans la civilisation thermo-industrielle, tu ne fais que revenir à la question de la technique. C'est-à-dire que même l'évolution des rapports humains est liée à la technique. Dans un monde où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de réseaux sociaux, où il n'y a pas d'écran, tu peux toujours te comporter comme un connard, hein, parce que ça, tu vois, Tess d'Aberville, oh là j'ai écorché son nom, elle me pardonnera. Tu vois, une nénette au 19e siècle un peu naïve qui se fait trousser et puis le mec disparaît le lendemain parce qu'il a profité de la nuit pour se carapater en apprenant que la minette était enceinte. C'est vieux comme le monde. Mais le ghosting n'existe qu'avec la technique. Et sachant que dans un monde traditionnel, même si ton fiancé qui t'a mise enceinte et qui veut pas t'épouser peut se carapater, il y a aussi de fortes chances qu'il ait fait que grand maximum 10 km dans la nuit, que ton père et ton frère le retrouvent et le ramènent de force à l'église ou à la mosquée, tu vois. Donc, l'évolution même des relations interpersonnelles est liée à la technique. Et en fait, ça peut sembler très ballot quand c'est dit comme ça, mais quand tu le lis pour la première fois, surtout sous la plume d'Unabomber, en fait, ton cerveau explose, quoi. C'est dans ta gueule qu'il a mis la bombe. Et c'est vraiment tout le courant, je dirais, technocritique, et puis tous les penseurs, en fait, de la modernité et plus largement de la postmodernité. Enfin, Ivan Illich, il est capital aussi. Enfin, tu vois, la réflexion qu'Ivan Illich a livrée sur le système de santé publique, sur l'éducation, enfin, sur toutes ces institutions que l'État nous présente comme indispensables parce qu'en fait, ces institutions doivent exister pour pérenniser l'État. En fait, ouais. Finalement, ouais, je vais plaider contre ma pomme dans mon procès, mais c'est pas tant les auteurs de fiction qui m'ont chamboulé que des penseurs, mais des penseurs qui ne rentraient jamais dans le cadre universitaire. Ça aussi, c'est important de le souligner, quoi. Oui, parce que je me sens obligé de faire un rappel. On avait eu cette discussion déjà sur Faux Départ et on va y venir. J'avais des questions sur Faux Départ. Et c'est tout à fait subjectif et personnel, mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans La peau sur la table et que j'ai apprécié déjà de ta plume avec Faux Départ, c'est aussi le regard que tu portes qui est certes désenchanté, mais qui semble froid, distant. On n'est pas, je ne sais pas si nos spectateurs apprécient ou pas, mais on n'est pas par exemple chez Édouard Louis, par exemple. Qui fait aussi voilà du travail social et voilà, Pusher il est pas là pour se défendre, mais qui fait aussi du travail social, mais il y a quelque chose que je trouve à titre personnel. T'inquiète, il se permet suffisamment d'écrabouiller mon entourage qui ne peut pas se défendre pour que de temps en temps je puisse ricaner quand on parle d'Eddie Belle Gueule. Alors allons-y. Voilà, ça, c'est gratuit. alors allons-y parce que pour le coup je trouve que le travail que tu fais est l'antithèse de ça, c'est-à-dire là où Édouard Louis va proposer. Carrément, mais Dieu merci. Bah, déjà moi j'écris, tu vois, je me relis. J'ai envie d'écrire un joli texte.
Je prends pas les gens pour des cons. Toi, Voilà, déjà. t'es encore plus rude que moi. T'es encore plus rude que moi. Ce que je trouve surtout, c'est il est puant dans sa manière de regarder ça, en fait. De regarder dans le rétroviseur avec ce côté, je viens de là-bas, mais j'en viens pas. Je le critique pour m'en détacher, mais j'en parle quand même pour montrer que je suis de là-bas. Et tu proposes quand même quelque chose de foutrement différent. On pourrait parler de Nicolas Mathieu, mais ça nous avait valu un débat il y a quelques années, que je rangerais peut-être dans une case moins extrême que Édouard Louis, mais il y a eu quand même Ah non, ça n'a mouvement-là. rien à voir, Nico. Non, non, rien à voir. Rien à voir. Je sais on a eu plusieurs fois cette bisbille, mais il y a eu ce vrai mouvement, hein, 2017, 2018, 2019. Il y avait aussi Ouais, oui. Lydie Savert avec. C'était quoi? Avec Pas pleurer? Pardon? Non? Pas pleurer? Non, justement, celle Non. où elle raconte l'histoire d'une femme. Il est sur ma table de lit depuis un bon moment, ce livre, je l'ai toujours pas lu, donc je m'étais peut-être dit que c'était l'occasion de faire. Ah ben, à la limite, lui, ça va encore, mais c'est celui où elle raconte l'histoire d'une dame de Paris, évidemment, qui va dans une bourgade de province et qui va dans le bistrot, qui est l'espèce de lieu de vie, en fait, de cette bourgade. Et elle se rend compte que forcément, tous les campagnards sont brutaux, bourrés, virilistes, tout ce qu'on veut. Et ça m'avait rendu zinzin, mais vraiment, vraiment. Il y a eu cette vague un peu à un moment donné de Parisiens, un peu comme Malraux parlait des bons sauvages, ces auteurs parisiens qui regardaient les gens de bourgade avec un regard que j'avais trouvé un petit peu dégueulasse. Mais j'aime aussi la peau sur la table parce qu'il n'y a pas ça et ça doit pas être facile en même temps. C'est la question que je te pose, ce long développement pour ça. Ça doit pas être facile. Enfin, comment tu trouves la distance? Est-ce que là encore, elle est naturelle? Mais putain, c'est mon métier, quoi, donc je me relis. Alors, rassure-toi, chaque phrase a été relue au moins 60 fois, donc si jamais il y a une faute de goût, ou si jamais, malgré moi, je dis quelque chose de méprisant sur un tel ou un tel, au bout de 60 relectures, t'as compris quand t'as merdé, quoi. Donc, voilà. C'est ce que j'appelle l'écriture artisanale. C'est ce qu'on est en train de te vendre, c'est l'anti-intelligence artificielle, et même l'anti-sensitivity rider, je sais pas trop quoi. C'est qu'en fait, quand tu travailles comme moi, bah, tu peux à la limite avoir une formule maladroite. Évidemment que je suis pas Flaubert et que je ne le serai jamais, ça je le sais, mais déjà il faut voir que dans mon travail, il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire que j'investis tellement mes personnages, j'aime tellement mes personnages, et je leur donne tellement le droit à un moment donné, quand ils sont malheureux, d'être malheureux au point de se foutre la tête dans le mur, s'ils le veulent, que derrière je ne peux pas autant investir les décors ou les figurants. Ni même les dialogues. Dans mes textes, il n'y a jamais de dialogue parce que je trouve que c'est laid. C'est soit tu vas faire dire à quelqu'un ouais, je passe-moi le sel et il est hors de question que j'écrive ça. Soit tu vas faire des espèces de dialogues à la Éric Rohmer totalement hors sol. Je conchis les dialogues. C'est un truc qui m'emmerde. Donc déjà, il n'y a pas de surinvestissement par le dialogue. Il n'y a pas d'émotion qui passe par le dialogue. Et c'est vrai que j'ai une écriture, bon, si je dis que j'ai une écriture psychologisante, ça va faire chier les gens, ils vont pas vouloir lire. Mais avant de donner vie à un personnage, je prends le temps d'explorer ce qui se passe dans sa tête. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, mon personnage, quand il chiale, j'écris il chiale. Voilà. Et en ayant un tel amour pour mes personnages, bah, je vais répéter ce que j'ai dit il y a peut-être une minute, mais je peux pas surinvestir le décor. Donc le décor, je ne mets pas d'idéologie dedans, et donc en fait, Paul, il est en Ardèche, ses collègues parlent des promos chez Jiffy. Ses collègues parlent des promos chez Jiffy parce que c'est ce dont parlent a priori deux coéquipières qui bossent dans la grande distribution et qui doivent trouver des ballons pour la fête d'anniversaire de leur gosse. Mais je vais pas te dire que c'est génial ou que en même temps c'est parce que c'est la faute de Sarkozy, gna gna, Édouard Louis. Et en même temps, je vais pas te dire que c'est affreux parce que on voudrait qu'elle parle de Jean Kelevitch, tu vois. Donc en fait, il y a une espèce de neutralité vis-à-vis du décor qui fait que j'évite ces écueils-là. Plus un énorme travail de relecture, parce que je peux te dire que t'en as, tu vois tu vois qu'ils écrivent sur le smartphone en même temps qu'ils pissent, quoi. Voilà. On ne citera pas de nom. Mais quelle femme adorable! Elle est gentille, poupette! Mais enfin, poupette, on voit des grandes mèches blondes comme ça, on a envie de faire crouche-crouche, et en fait, elle est méchante. C'est affreux. On ne citera pas de nom, évidemment. Mais sur tes personnages, parce que forcément, moi, j'ai repensé à la lecture rapidement, j'ai repensé à Aurélie, qui était le personnage principal de Faux Départ. Ma chouchoute, Est-ce quoi. qu'il y a un lien? Est-ce que Aurélie a un petit peu vieilli? Et on a un constat, on franchit un cap dans la froideur, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, cette froideur qui est celle inhérente au réel, donc tu ne le choisis pas. Mais
Faux départ à côté, c'est un conte de fées. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est encore plus lourd, encore plus pesant, qui est le réel certes, mais est-ce que Aurélie, elle n'est pas toujours un petit peu là quand même? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de filiation logique dans la chronologie? Alors écoute, quand j'ai écrit, je n'y pensais pas. Et c'est une amie qui est très fine lectrice qui m'a dit, mais en fait, Sabrina, c'est Aurélie qui est vieillie. Et là, en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Et en fait, je crois que, je me répète, hein, j'aime tellement mes personnages que même quand je les remets pas dans un bouquin, je pense qu'en fait, ils n'arrivent pas à me lâcher la main ou que en fait, c'est plutôt moi qui n'arrive pas à les lâcher tout à fait. Mais tout d'un coup, oui, plus ce livre, maintenant qu'il est sorti, qu'il rencontre son public, qu'il y a des retours de lecteurs, plus je me rends compte que c'est presque une suite logique de Faux départ. C'est-à-dire qu'effectivement, Faux départ, c'est entre 2008 et 2010, et La peau sur la table, c'est 15 ans après. Donc il y a des bouleversements terribles. Ça peut sembler anecdotique parce que l'objet est petit, mais dans la France de Faux départ, déjà, il n'y a pas de smartphone. Tu as toujours cette obsession de la technique. En 2008, quasiment personne n'a de smartphone, hormis les geeks qui commencent à avoir les premiers iPhones, mais rien que ça change déjà beaucoup de choses. Et notamment sur la surveillance et sur les outils qu'après le gouvernement veut mettre en place dans la poche directement des individus quand il s'agit de les calmer. Donc, c'est maintenant que le deuxième est sorti et qu'il fait sa vie, que je trouve une filiation, que je trouve un lien entre ces deux bouquins. Mais au début, pas du tout. Donc c'est drôle. Et c'est plaisant aussi, quoi. Tu écris un truc et puis le truc fait ta vie, fait sa vie sans toi. Et ça, je trouve que c'est génial. Ça, c'est quand on a réussi l'éducation de ses enfants. Parce que le gosse qui arrive pas à te lâcher, au bout d'un moment, tu te dis, j'ai foiré un truc, faut qu'il se barre, quoi. J'en peux plus. Il a 40 ans, je mets encore du dentifrice sur sa brosse à dents, j'ai merdé. Voilà. Et en fait, t'as réussi quand il part en claquant la porte et qu'après il dit, je peux revenir le dimanche, elle est bonne la tarte aux pommes. Et voilà. Et en fait, le bouquin a fait ça, quoi. Il est parti en claquant la porte en disant, maintenant, il faut que je fasse ma vie. Il est quand même arrivé chez Meurice à un moment donné, tu vois, donc il a fait un long chemin. Oh, humoriste décrié. Et... Oui, merde, c'est vrai. Oh là là. Oh putain, j'aggrave mon cas. Bref. Et maintenant, le livre revient, tu vois. Il revient manger la tarte aux pommes chez maman le dimanche. Donc ça, c'est sympa. C'est vrai que et pour la suite, parce que c'est vrai que c'est une question que je voulais te poser, qui peut peut-être être conne, et je sais que tu ne te gêneras pas pour le dire, mais t'es sur un fil rouge quand même, où dans tes romans, il y a un aspect social qui est extrêmement présent. Et est-ce que, à l'image, par exemple, d'une Leila Slimani qui a fait aujourd'hui, qui doit être au 3e ou 4e, mais qui a franchi un peu, à un moment donné, la frontière d'aller vers l'essai. Elle écrit son essai sur la vie sexuelle au Maroc. Quand tu dis elle a franchi la frontière, c'est extrêmement raciste. Non, mais en plus, non, je pensais pas du tout à mal. Attention, on est chez Juste Milieu, madame. Hein, ouais, voilà, non, c'est ignoble. Ignoble. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Tu t'excuses auprès de nos amis marocains tout de suite, s'il te plaît. Est-ce que les Français ont besoin de cette polémique? Je ne le crois pas. Non, voilà. Hein, excusez-moi de le rappeler. Voilà. Hein, parce que je rappelle quand même que Messina, si on change 5 lettres, ça fait Hitler. Voilà. Hein, êtes-vous quand même la plus désignée? Attends, t'as plus simple. Tu changes une lettre, t'as Messia. Oh putain, bon, on raccroche. Il n'y avait pas pensé tout seul. Oh bah alors, chaton, ressaisis-toi. Tu passes à côté des jeux de mots les plus simples, c'est pas possible. Ouais, pourtant, il faut faire un effort. Le goût des choses simples, Erta, ça a rythmé ma vie et mon estomac, mais là, tu vois, je l'ai loupé, celle-ci. Ouais, je suis déçu. Du coup, de franchir le Rubicon, voilà, on va arranger le truc. Est-ce que d'aller vers l'essai pur, c'est une chose c'est un travail d'écriture qui pourrait t'intéresser, ou pour l'instant, non, pas du tout. Voilà. Non, en fait, alors pour tout dire, j'ai une idée en tête, mais c'est si je devais les comparer à des travaux similaires, c'est le style d'écriture de Morgan Sport dans tout de suite, ou dans même le ciel ne parle pas, c'est-à-dire un narrateur quand même très présent, qui vient de temps en temps quand même montrer sa patte. Dans un style mi-documentaire, mi-narration. Vraiment quelque chose comme Sportes a pu faire pour les 2 romans que je viens de citer. Ça, c'est un style qui m'intéresse, c'est-à-dire pouvoir, tu vois, quelque part, pour te mettre en danger, te planquer derrière des faits et te dire, je ne vais pas inventer complètement une situation, inventer complètement un personnage, je vais prendre des faits, et dans le même temps, je vais pouvoir mettre une part de fantaisie, mais une fantaisie qui se tient, hein.
C'est ce style-là qui m'intrigue pour le bouquin que j'ai en tête pour la suite. Voilà, donc c'est-à-dire prendre des faits par rapport au monde agricole, par rapport à des paysans qui plaisent, y mettre ma patte tout en restant en retrait. Donc ne pas être dans la pure fiction, mais tu vois, écrire un essai pur sur le monde paysan, ça a déjà été fait, Mhm. avec beaucoup de talent par beaucoup de personnes, et c'est pas là qu'est ma place. C'est pas là qu'est ma place parce qu'en fait, alors quand on dit ce genre de phrase, c'est terrible parce que c'est très bateau. Mais en fait, il y a trop de sensibilité là-dedans pour écrire un truc, Hmm. froid, quoi. Vraiment, je peux pas. Voilà. C'est dit, c'est dit. Je crois que déjà, Voilà. chers spectateurs, ce qu'on peut dire là, on a tout dit. C'est la peau sur la table, c'est en librairie, chez Fayard, bien évidemment. Courez-y chez vos libraires du coin. Voilà, là, on peut pas plus, là. Si vous n'y allez pas, maintenant, moi, j'arrête tout. J'arrête ma carrière. Cher Marion, déjà, un immense merci pour toutes tes Bah, réponses. merci. Voilà, sur Juste Mieux, tu le sais, t'es là depuis le début de l'aventure, c'est Let It Be. Aujourd'hui, c'est Juste Mieux. Demain, peut-être une chaîne de tuto maquillage, on ne sait pas. Et tu seras quand même la Ah, bienvenue. Voilà. écoute, volontiers, ça Voilà. marche. Après Faux Départ, Faux Ongles, ton best-seller, on l'espère. Mais oui. Ouais, ça se vendra mieux, hein. Toi, tu feras plus de vues aussi, hein, sache-le. Mais on va quand même finir. Bien sûr, c'est la peau sur la table en priorité, mais c'est la question, tu sais, que j'aime bien te poser. Finir sur des lectures comme ça que tu conseilles en plus, bien sûr, de la peau sur la table. Comme ça, 2 Il y ou en a 3 qui- livres pour s'aérer un peu l'esprit. En plus, on arrive en période de Noël. Donc voilà, à mettre sous le sapin des bouquins que t'aimes bien en ce moment ou que t'aimes bien depuis que tu es arrivé dans ce monde. Voilà, pour conclure notre émission. Écoute, j'en ai parlé ce matin, donc ce sera pour la partie exotique, Des hommes sous le soleil de Kanafani. Euh, là, je sors d'une petite période Assia Djebar, mais j'ai pas de titre en particulier à recommander. C'est que des trucs dont on parle pas ailleurs, donc pour moi ça va être rigolo. Euh, Résurrection de Tolstoï. Voilà, Résurrection de Tolstoï. Ça c'est évident. Et ensuite, là j'ai envie de citer tous les Dostoïevski. Ça va faire poseuse à mort. Ça risque d'être très chiant. Donc on a un Palestinien, on a un Russe. Faudrait quand même que je fasse un Français. Bah, le ciel ne parle pas de Morgan Sportes, ouais. Allez. On a le trio gagnant, on a le tiercé dans l'ordre. Ouais, je pense. Voilà, c'est dit. Ben, Voilà. on finit sur ces notes-là. Marion, un immense merci pour tout ça. Merci Rémi, merci beaucoup. Avec grand plaisir, on se retrouve pour le prochain et pour les prochains, tu le sais, jusqu'au bout. Voilà, Ouais, bien jusqu'au sûr, bout. Chers évidemment. spectateurs, voilà, rendez-vous en librairie maintenant, on vous a tout dit. On va se retrouver bientôt sur Juste Mieux, vous le savez. Prenez soin de vous et à très bientôt.